On est un peu désolé pour le dispositif, mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est pas parfait, mais on va faire avec. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel. Je vais modérer ce moment tous ensemble. Donc, je vous rappelle le titre. Donc, c'est Organisation de la lutte citoyenne pour l'écologie. Donc, au niveau du timing, on a 1 heure à passer ensemble. Et donc, je vais vous présenter les intervenants. Donc, à ma gauche, on a Jean Renan, qui est coprésident de l'association ZEA pour la protection des climats et océans. Donc, Jean Renan a cette grande chance de vivre sur la mer. Voilà. Ensuite, à sa gauche, nous avons Lucille Potvin, qui est présidente de l'association Conscience et Impact Écologie à Lyon. Et puis, ensuite, nous avons Azel Massigo, qui est auteur de Absurditaire du Puy-en-Velay. Voilà, donc je vais leur laisser la parole. Ils vont un peu nous parler. Et puis ensuite, on engagera des débats tous ensemble. Bon, bah, on le fait dans le sens de la présentation. Alors, merci d'être si nombreux à cette conférence. Moi, je voulais vous dire que je suis très content d'être là parce que ça fait quelques mois qu'on discute avec les Gilets jaunes, plutôt dans le Var, sur la convergence entre donc les actions Gilets jaunes et les actions entre guillemets écolo. Pour nous, c'est la même lutte. En tout cas pour mon mouvement. Il y a eu au début du mouvement évidemment une incompréhension parce qu'on a voulu nous diviser en disant finalement les Gilets jaunes sont contre l'écologie et donc du coup beaucoup de militants écologistes n'ont pas bien compris le mouvement alors que c'était pas un mouvement contre l'écologie évidemment. On le voit aujourd'hui, tous les discours qui sont faits par les Gilets jaunes aujourd'hui sont très écologistes. C'est juste que c'était un mouvement contre une taxe écolo et donc c'est pour ça que ça a porté cette crispation. Nous, on pense que la lutte Gilets jaunes et la lutte écolo, elle est une seule, c'est une seule lutte en fait. Moi, je vais vous expliquer nos actions. Et puis ensuite, je pense que ce qui est plus important, c'est les échanges qu'on peut avoir entre nous et les discussions qu'on peut avoir entre nous pour savoir comment est-ce qu'on peut justement structurer cette lutte citoyenne pour l'écologie, qui est en fait une lutte citoyenne pour le vivant, c'est-à-dire pour l'humanité et le vivant. Et donc du coup, elle est pour nous, enfin en tout cas la même que celle que vous portez. Donc nous, on a fondé une association qui s'appelle ZEA. ZEA, qui est là pour protéger l'océan et le climat. On est sur plusieurs modes d'action. On est sur un mode d'action évidemment de prise en compte du discours scientifique et ensuite on le diffuse de manière médiatique et à du public. Donc en gros, c'est quoi le changement climatique? Pourquoi l'océan est fondamental dans l'équilibre du climat? Et pourquoi protéger l'océan, c'est protéger le climat et donc la vie sur Terre. Et nos modes d'action, et donc nous ce qu'on demande, c'est arrêter la prédation de l'océan pour aller chercher du pétrole, pour aller chercher des minerais, pour aller faire de la surpêche qui n'a qu'un seul objectif, c'est finalement de vider l'océan de ses richesses pour le long terme. Et du coup, on s'oppose à toute forme de prédation de l'océan, que ce soit par les États ou par les entreprises, puisque pour nous, c'est un seul et même système, comme ce système que vous dénoncez dans le mouvement Gilets jaunes. Et ensuite, on a plusieurs modes d'action, de lutte, puisque c'est là la question. Donc évidemment, on essaie de faire de la lutte au niveau juridique, mais les lois étant ainsi faites que finalement, on n'a aucune victoire réelle, même si on a des victoires d'étape et on a des victoires de principe.
quand il y a contre des pollueurs. Donc par exemple, on a une lutte qui est connue dans la région, puisque c'est la lutte contre la pollution par les baux rouges de l'usine Alteo de Gardanne dans le parc national des Calanques de Marseille, et aussi par l'entreposage de déchets toxiques au niveau de Gardanne et de Manche-Gary. Et donc, du coup, on arrive à obtenir des victoires parce que leur exploitation est illégale, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à obtenir la fin de cette pollution. Donc, la lutte juridique est importante, c'est-à-dire qu'on fait des procès pour essayer d'obtenir des victoires, mais elle n'est pas suffisante. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire comme lutte? Nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de créer des mouvements citoyens et d'élus locaux, puisque souvent les élus locaux sont des citoyens comme les autres et souvent sont désarmés vis-à-vis du système mondialisé, économique, libéral, capitaliste, en gros, si on veut lui donner des mots. Et donc du coup, essayer de faire en sorte que les élus et les citoyens aient l'information sur les pollutions qui ont lieu dans leur territoire ou qui vont avoir lieu, et créer des luttes pour bloquer ces projets. Donc on a réussi à bloquer des projets, par exemple, d'exploitation pétrolière en mer. Donc il y en avait eu une il y a quelques années qui s'appelait le permis Rhône-Maritime, qui était en face de Marseille. Et plus récemment, on a réussi à bloquer un permis qui était au large de la Corse. Évidemment, les Corses n'étaient pas au courant, puisque c'est toujours une discussion entre l'État et les industriels. Et quand les Corses ont appris qu'il y avait un gros projet de pétrolier au large de la Corse et de la Sardaigne, on a mobilisé à la fois les élus et à la fois les citoyens pour faire un blocage du permis en Corse et en Sardaigne, et on a obtenu finalement la fin de ce permis pétrolier. Sauf que ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, il y a plus de permis aujourd'hui qui s'ouvrent que de permis qui se ferment. Donc ça veut dire que finalement notre lutte, elle a quelques victoires, mais elle n'a pas de victoire définitive. Donc on reconnaît que ces modes d'action sont essentiels pour nous, en tout cas, mais ne sont pas suffisants pour changer complètement le système. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un dialogue entre vous et nous pour savoir comment est-ce qu'on peut faire cette lutte complètement systémique pour sortir de cette prédation de la nature, de cette pollution majeure de tous les écosystèmes, de notre santé, et comment, en fait, en gros, on peut sortir de cette idée que la croissance basée sur une énergie fossile ou nucléaire a un avenir. Nous, on pense qu'il n'y en a pas, et donc comment créer un avenir autre. Voilà, donc c'est là où notre discussion va pouvoir être intéressante, à mon avis. J'ai déjà été long, donc je vous laisse la suite. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Lucille. Alors, je rectifie, je ne suis pas la présidente de l'association. Le président ne serait pas content. Je suis la directrice. Donc, mon association, c'est Conscience Impact Écologique. Donc, on est très content d'être là parce que depuis, je pense, le début du mouvement Gilets jaunes, on avait vraiment envie de se rassembler. C'était vraiment pour nous une lutte qui était la même, puisque dans notre association, même si on a le mot écologie et qu'on lutte pour l'écologie, on a une vocation aussi à faire prendre conscience au public que l'écologie est intimement liée à la politique, et que les enjeux environnementaux sont complètement imbriqués dans la politique. Donc, je suis très contente d'être là. Et aujourd'hui, je vais juste vous présenter très rapidement l'association. Donc, à la base, en fait, on est une association d'éducation à l'environnement et d'accompagnement à la transition écologique. Donc, notre objectif principal, c'était de faire prendre conscience au grand public des enjeux environnementaux, de découvrir un petit peu l'étendue du problème, le caractère d'urgence de la situation, et de proposer aux populations, finalement, de devenir des éco-citoyens par le biais d'actions pratiques du quotidien, mais aussi potentiellement de devenir acteurs de cette transition écologique et de se mobiliser pour pouvoir changer les choses. Donc nous, nos modes d'action, elles vont être principalement de la sensibilisation douce. Donc l'idée, c'était pas forcément de faire des manifestations ou on va dire des blocages, mais c'est vrai que plus l'association évolue, plus on participe à ce genre d'activité. Donc on est co-organisateur, mais pas forcément investigateur.
parce qu'on veut garder un peu cette étiquette éducative, mais on fait vraiment intimement partie de cette lutte et on essaye d'y consacrer une grosse partie de notre temps. Actuellement, l'association, elle est basée, le siège est à Lyon, mais il y a un groupe à Avignon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un petit peu répartis partout en France, on essaye effectivement de changer un peu les consciences. Notre objectif, c'est vraiment de faire comprendre au public qu'il faut passer par un changement sociétal pour pouvoir affronter un petit peu cet avenir qui n'est pas toujours, en tout cas, il ne semble pas très très rose, et qu'il y a des solutions, on peut changer les choses et c'est pas à la portée, c'est à la portée de n'importe qui en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais de toute façon on pourra en discuter lors du débat. Bonjour, on m'entend, ouais. Donc moi c'est Azelma Thibault, je suis auteure, je suis militante dans plein de domaines, je suis aussi gilet jaune en Haute-Loire et je suis écolo depuis très longtemps, je suis antispéciste, enfin voilà, je suis engagée dans pas mal de causes et en fait je suis là aujourd'hui, donc déjà on est sur un événement qui prône la convergence, donc pour moi je pense que c'est hyper important, on arrive à 1 an du mouvement des gilets jaunes. Et je pense que c'est le moment en fait de comprendre et de réaliser que on est tous là pour la même cause. On a un ennemi commun, c'est la finance. Donc qu'on soit écolo, gilet jaune ou urgentiste ou travailleur en grève, ou voilà, on a tous le même ennemi entre guillemets. Et je pense qu'il faut s'allier. Et en ce qui concerne l'écologie, en fait, moi quand je suis arrivée dans le mouvement des gilets jaunes, donc j'étais déjà écolo. Et je me suis rendu compte, en discutant avec des associations écolos que je connais et des militants gilets jaunes, que chacun avait des a priori les uns contre les autres. Autant les gilets jaunes peuvent dire les écolos, regarde-les, ils roulent en 4x4 et ils font ci, ils font ça, enfin des énormes a priori. Côté les écolos qui me disaient ah non mais les gilets jaunes ils sont pas du tout pour l'écologie puisqu'ils se battent contre la taxe carbone. Donc le but c'est justement d'informer les gens et de comprendre que les gilets jaunes ne sont pas contre la taxe, on est contre les injustices. Donc bien sûr qu'il faut des taxes, mais il faut des taxes sur les gros pollueurs, les gros industriels, les puissants. Ce sont eux qui polluent le plus et pour l'instant ce sont eux qui ne payent pas d'impôts en France. Je pense à Total, je pense à énormément d'industries comme ça. Ensuite il y a tout ce qui est aussi déculpabilisation du peuple. Parce que oui, bien sûr, on peut agir au quotidien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gilets jaunes qui m'ont dit « mais moi, j'ai pas les moyens d'être écolo ». Bien sûr que si, on a les moyens, parce que déjà, en boycottant, on fait des économies et on participe grandement à l'écologie. C'est vraiment la première étape, c'est de boycotter et d'apprendre à consommer autrement. Et puis, en changeant de voiture tous les 20 ans, je pense qu'on pollue moins que ceux qui changent tous les 3 ans. Donc ça, il faut bien se le mettre en tête, il ne faut pas culpabiliser. Les prolétaires, c'est les plus écolos par défaut. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la déculpabilisation. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, bon, bref. Donc, on est tous là pour la même cause. Et gilet vert, gilet jaune, même combat. Et fin du monde, fin du mois, même combat aussi. Tout est lié. Donc, je vois là que dans les associations écolos, justement, même au niveau local, on le voit. Les gens commencent à s'ouvrir. Les clivages tombent petit à petit. Ça va être un combat à long terme. Il ne faut pas penser sur le court terme. Il ne faut pas penser individualisme non plus, il ne faut pas penser à son petit confort. Il faut penser groupe, on est tous des habitants de la même planète. Déjà, entre les humains, il faut s'unir et puis il faut se rendre compte qu'on fait partie d'un environnement. Il faut tout prendre en compte. Voilà. Donc je pense que les moyens d'action sont très très variés, autant au niveau personnel que politique. Et il faut tous agir à notre niveau, on peut faire quelque chose. Donc c'est pas juste trier des déchets, c'est aussi faire des actions coup de poing, sensibiliser, travailler sur l'éducation populaire, et puis faire pression sur les puissants, parce qu'on est bien d'accord, c'est eux qui écrivent les lois. Donc on le sait, sans eux, on ne pourra pas aller très très loin. C'est pour ça qu'il faut faire pression, économiquement parlant, ou en allant dans la rue, enfin voilà. Après les moyens sont hyper nombreux. Donc justement le but c'est de parler de ça, on va échanger avec vous sur toutes ces questions. Il y a aussi un groupe anti-nucléaire qui est là et qui aimerait parler de leur combat. Donc on les invite à venir nous rejoindre.
Ça sera une des premières actions, puis après on vous donnera la parole aussi. Bonjour, je ne vais pas être long. Je suis Jean Revez du collectif antinucléaire de Vaucluse et de la coordination antinucléaire du Sud-Est. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est dans la région la plus nucléarisée d'Europe, avec les 4 sites nucléaires qui regroupent à la fois EDF, le commissariat à l'énergie atomique, et Areva Orano, à Cadarache, à Tricastin, à Cruas et à Marcoule. C'est-à-dire qu'on est dans un périmètre de 30 km où on est les plus massacrés, puisque chaque installation nucléaire rejette au quotidien, a des autorisations de rejet quotidiennes de radioactivité. La radioactivité, ça tue le vivant, ça contamine les territoires. Donc nous, dès le début, le CAN 84, on s'est mis dans le mouvement des Gilets jaunes, on en a fait partie dès le mois de novembre. On a effectivement peu été compris par des amis écologistes qui nous ont taxés d'alliance avec l'extrême droite. Nous, on a continué à dire que non, c'était une expérience humaine, fraternelle, de résistance, et que cette expérience allait déboucher sur des prises de conscience et sur une volonté de remettre en cause le système. Et on voit que quelque part, c'est ce qui se produit. Effectivement, l'expérience montre que l'action, au début, est toujours une action de révolte et de refus, et puis peu à peu émerge effectivement la compréhension des phénomènes et envers qui on a affaire. Et effectivement, on a affaire à un pouvoir dominant, terrible, autoritaire. Et nous, dans notre lutte spécifique antinucléaire, on le sait, le nucléaire a été imposé à la France et aux quelques pays qui sont nucléarisés par un pouvoir militaire, d'autorité, sans discussion, ni à l'Assemblée nationale, ni référendum. Donc, d'entrée de jeu, le nucléaire, c'était la bombe atomique pour asseoir la domination sur les peuples. Et on le voit bien aujourd'hui que ce nucléaire civil qui a servi de cache-sexe, en quelque sorte, n'est là que parce qu'il est soutenu financièrement par l'État, par les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique, et ce, au détriment des budgets alloués à la culture, à l'éducation, à la santé. Voilà. Donc nous, en termes de lutte, effectivement, on a passé en revue toutes les luttes possibles depuis une dizaine d'années. Il faut savoir qu'on est un collectif informel, on n'est ni une association, ni un parti politique. Je dirais qu'on a été peut-être précurseur de cette idée que ce sont les citoyens qui font l'histoire, ce sont les citoyens qui doivent agir. Et donc, au sein du collectif antinucléaire et de la coordination antinucléaire, on estime que toute idée est bonne dès lors qu'elle conteste et qu'elle remet en cause l'ordre dominant. Et donc, on n'a pas de majorité ou de minorité à chercher. Chaque idée est bonne, peut agréger autour d'elle des groupes, quelques personnes, même 3, 4 personnes, et est bonne à mettre en œuvre. Ça induit quoi? Ça veut dire que toutes les luttes, tous les styles de lutte, toutes les initiatives sont légitimes et sont justes. À chacun d'expérimenter et d'agir. Que dire d'autre? Ouais, je crois que l'essentiel est dit. La lutte contre le nucléaire, simplement une petite précision, elle n'est pas forcément idéologique ou politique, elle est avant tout sanitaire et de santé publique. C'est parce qu'au quotidien, la radioactivité porte atteinte aux vivants qu'il faut réagir. Et je dirais qu'il faut d'autant plus réagir que les centrales nucléaires et les installations nucléaires, notamment celles de notre région, sont complètement obsolètes, sont vieilles. C'est pire qu'une bagnole de 40 ans qui n'aurait pas de frein, pas d'huile et pas de pneus. Et ça peut aller dans le décor à tout instant. Mais donc il y a le risque de la catastrophe nucléaire, mais c'est bien au quotidien que les atteintes à la santé ont lieu par les rejets agrémentés par le pouvoir de radioactivité, autorisation de rejet de radioactivité. On peut dire que tous les projets portés par les Gilets jaunes, par les écologistes et par tous les mouvements sociaux sont hypothéqués par le nucléaire, puisqu'à chaque instant, le nucléaire remet tout projet individuel et collectif en cause. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous... Enfin, on pense tous à Rouen, aux incendies qui... Alors, Gabin, je vais... Je vais juste lui poser une question sur Rouen. Oui, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'actualité. Hein, donc, Gabin. Je pose rapidement la question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que cette usine ait pu renfermer des produits radioactifs et que... voilà, on sait que les déchets radioactifs peuvent être stockés à des endroits. Est-ce que, compte tenu de l'incendie et des dégâts écologiques qu'on peut voir déjà au bout d'une journée, est-ce que vous pensez qu'il est probable que peut-être il y ait eu dans cette usine des produits radioactifs? Alors officiellement... Alors, et ma question, c'est radioactif.
Radioactifs, hein, précisément, et puis le public demande s'il y a des produits toxiques, lesquels, si vous avez des informations. Merci, on va redonner la parole. Allez-y. Alors, Lubrisol, donc, est un des établissements à Rouen. Ils ont 3 établissements ailleurs, au Havre et dans le sud-est, et à Rouen. C'est une filiale d'une société américaine qui est spécialisée dans le traitement des huiles, etc., pour des lubrifiants notamment pour l'industrie, pour la grosse industrie. Et effectivement, dans la fiche technique de déclaration de ce site de Rouen, qui est déclaré site Céveso, donc à haut risque, il y a effectivement 2 types, dans la nomenclature, 2 types de radioactivité déclarés officiellement, qui relèvent de la nomenclature 7720, c'est-à-dire stockage et utilisation sous forme protégée d'éléments radioactifs. Voilà. Merci, monsieur. Alors, Azelma Sigo veut reprendre la parole. Voilà, merci. Excusez-moi, juste avant de se lancer dans les débats, dans les questions-réponses, j'ai oublié un truc hyper important. Je ne me suis même pas présentée. En fait, je suis auteur de science-fiction sur l'écologie, entre autres, et les luttes sociales et les injustices. Donc la lecture, l'écriture et l'art, c'est aussi hyper important dans la lutte. Merci. Merci pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Donc, une première personne, votre prénom, c'est Polo. Enchanté. Voilà. Moi, j'avais une question parce qu'en fait, aujourd'hui, les centrales nucléaires, on sait très bien qu'elles sont là. Et ça fait un bout de temps qu'elles sont là. Elles sont là en fin de vie et que personne ne peut aujourd'hui ne pas dire qu'il peut y avoir un risque nucléaire. Il me semble qu'il y a un combat à mener qui peut être important, puisque le nucléaire, il est là, et si on est pour le pouvoir, on ne peut pas changer les choses, donc je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Moi, je viens dans le cadre des actions, donc c'est surtout pour savoir ce qu'on va faire. On m'a dit, bah, venez ici. On comprend tous le problème du nucléaire. On sait aussi qu'il y a un budget qui avait été prévu pour le grand carénage, hein, je crois, c'est ça? Vous connaissez un peu le montant, non? Ou 100 milliards, non? C'est ça? Ou un truc comme ça, quoi. En fait, pour reconstruire comment je pourrais dire, faire du folklore autour des centrales nucléaires pour qu'elles aient une durée de vie un peu plus longue. Et ces 100 milliards, on aurait pu les mettre très bien dans la transition écologique pour faire le restant. Donc voilà. Moi, c'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire, mais je veux dire, on est déjà au courant de tout ça, quoi. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment maintenant on peut interagir pour faire en sorte qu'on soit plus matraqué dans les manifestations, vous voyez, c'est surtout ça, et pouvoir faire passer le message, qu'il soit écologique ou social. Voilà. Merci. On va peut-être pas parler que de nucléaire parce que tout le monde n'est pas venu que pour ça. Donc, si on peut enchaîner sur d'autres questions, ça serait bien. Oui. Alors, je vais essayer de respecter l'ordre. Monsieur avait demandé avant et après je viendrai vers vous. Votre prénom? Alors, moi, c'est Roberto de la Confédération Paysanne. Donc, je ne vais pas ramener le débat à nos problèmes corporatistes. Justement, c'est pas mal qu'on puisse embrayer par rapport au nucléaire, qui pose la question du choix de la nature de notre stratégie de lutte. Moi, je suis anti-nucléaire depuis 40 ans, quoi, et je m'aperçois du fait que, eh bien, la population, ça glisse, quoi. Hein, on a beau informer, surinformer, apparemment, ça ne marche pas pour mobiliser les foules. Donc, je pense que les Gilets jaunes nous donnent cette opportunité, c'est de se fixer par rapport au social leurs priorités, et c'est à nous d'avoir l'intelligence de faire l'articulation. Pareil pour le problème des océans qui polluent, on connaît hein, le problème des croisières de luxe, etc. Bon, voilà. Le problème, c'est quelle capacité on a aujourd'hui à déterminer là, puisqu'on est on est au niveau régional, déterminer une action qui soit emblématique et qui synthétise toutes nos priorités, toutes nos soucis diversifiés, et qui puisse surtout entraîner les gens. Voilà, toujours faire preuve d'empathie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'ils ne viennent pas à nous? Donc voilà, nous, à force de bouger de rond-point, etc., on a trouvé qu'on avait à Pertuis, là, dans le groupe de Gilets jaunes auquel je me suis aggloméré. Moi, étant dans le Luberon, perdu dans le Luberon, je me suis mis sur un endroit stratégique, justement, Pertuis, près d'une sortie de péage. Et là, on s'est aperçu que, on commençait à être un peu écouté. Sauf que et la question du péage, c'est pas une comment on avait dit une fois, tu fais une fixette. Non, mais je suis désolé.
c'est la première servitude volontaire qu'on a acceptée. Si on n'est pas capable de s'opposer justement par un mouvement populaire sur quelque chose d'aussi évident que les multinationales, Vinci, BTP et compagnie, mais il ne faut pas espérer arriver à penser les Becquerel et compagnie. Donc moi, je simplifie. Donc maintenant, j'ai trouvé une association qui justement fait la synthèse de tout ça, c'est Extinction Rébellion. On rentre en désobéissance civile sur des choses qui sont évidentes pour qu'on fasse le procès de l'État. Et pas sur des actions un peu guignolesques. Hein. C'est sympa d'avoir, j'y ai participé aussi. On prend des chaises dans les banques, etc. Mais ça n'entraîne pas les gens, quoi. Donc qu'est-ce qu'il fait? À quel endroit stratégique doit-on nous mettre tous ensemble pour qu'on fasse ce levier? J'ai oublié quelque chose d'important, voilà, je ne vais pas monopoliser. Je reviendrai 2 secondes, voilà. On vous redonnera la parole après. Nos intervenants veulent intervenir, donc on leur donne la priorité. Hein. Ils sont venus, ce sont des spécialistes, donc on leur donne la priorité. Je ne pense pas qu'on ait la priorité pour parler, mais mais c'est juste, moi je voulais réagir à ça parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire sur pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir des victoires. Et donc la question, elle est là, on obtient des petites victoires, mais on n'arrive pas à obtenir des victoires systémiques. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, je pense que personne n'a la réponse. Et d'ailleurs, je pense que ça va venir peut-être d'un endroit qu'on ne connaît pas encore. Ce qui est intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que finalement, et c'est ce que disent les syndicats aussi, c'est que votre mouvement, il a obtenu une victoire. Il a fait plier l'État. Et faire plier l'État dans le... Non, mais quand même, un peu. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut reconnaître quand même que le mouvement a eu des victoires. On n'a pas mis le système, à terre, mais vous avez, par votre action, obtenu le recul de l'État. Ça faisait longtemps quand même que les syndicats n'y arrivaient plus. Donc, même en mettant des gens dans la rue. Donc, en fait, on ne sait pas d'où ça va venir, mais il faut se rendre juste compte que on défend la même chose. Nous, on essaie de le faire par des moyens d'action pour contrer un monde économique qui casse toute dynamique vivante sur la planète. Mais du coup, la question, c'est à quel moment on va réussir à faire tomber le système. Donc, est-ce que c'est au moment où tout le monde prendra conscience que le nucléaire, c'est la base de tout et qu'il y aura des blocages de toutes les centrales nucléaires? Apparemment, c'est compliqué. On n'y arrive pas. Est-ce que ça sera non, mais c'est une question. J'ai pas la réponse. Chacun trouve, et je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur chaque action est légitime à partir du moment où elle est portée par un groupe. Et surtout à partir du moment où elle défend quelque chose qui n'est pas juste la prédation, qui n'est pas juste de l'individualisme, qui n'est pas juste ma gueule, mais qui est se dépasser ces égoïsmes qu'on a caricaturés chez les Gilets jaunes en disant mais c'est pour qu'ils puissent en fait ils veulent pouvoir conduire leur 4x4. Donc c'est juste caricaturé. C'est comme Greta Thunberg qui aujourd'hui s'en prend plein la gueule parce que elle a eu un écho, et donc les gens ça les met un peu en porte-à-faux parce qu'ils se disent non mais c'est bien, non mais c'est parfait. Oh. Mais du coup on préfère caricaturer pour décrédibiliser. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que les puissants, ils ont peur. Ils ont peur. Et pourquoi est-ce qu'ils réagissent de plus en plus violemment? Parce qu'ils ont peur. Et donc du coup, il faut entretenir cette peur pour être sûr qu'on va réussir à faire tomber le système. Voilà. Et après, je pense qu'il y a des gens qu'on pourra retourner quand ils prendront conscience. Et quand on vous dit oui, mais vous polluez parce que vous avez des boulots qui sont polluants, etc. Mais en fait, il faudrait d'abord que tous les avocats arrêtent de défendre l'indéfendable. Il faudrait que tous les financiers arrêtent de bosser dans ces conneries de boulot. Il faudrait que tous les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui arrêtent de faire ce qu'ils font, avant de demander au peuple de faire les efforts. Enfin, c'est oui, on sent vraiment l'urgence. Donc quelqu'un, je sais plus, il y avait monsieur avant. Oui. Bonjour. Compte tenu de l'urgence climatique, il faudrait avoir le pouvoir très très rapidement pour prendre les mesures les plus radicales possibles. Et une fois ce pouvoir acquis, serions-nous en mesure
nous, population de base, d'accepter les mesures qui sont nécessaires, c'est-à-dire, bien sûr, l'arrêt du nucléaire, mais également l'arrêt du pétrole. Il y a de nombreux outils, de nombreux moyens de transport dont il faudrait se passer du jour au lendemain pour réussir à ralentir justement cette évolution catastrophique. Merci. Alors pour répondre à ça, les moyens, en fait, des changements, il va y en avoir. On ne pourra pas conserver notre mode de vie parce qu'en fait, il est basé sur quelque chose qui sur un sol de base. C'est-à-dire que actuellement, on surconsomme avec des ressources qui sont extrêmement limitées. Donc forcément, il va y avoir des changements de comportement et malheureusement aujourd'hui par rapport au caractère d'urgence de la situation, ce qui est malheureux, c'est que ça risque de devenir une contrainte en fait, alors qu'on pourrait le faire de manière raisonnée et raisonnable, spontanément. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont potentiellement prêts à faire des efforts, mais alors pas tous, mais voilà, le pipi sous la douche, c'est déjà un petit geste. Mais l'idée, c'est surtout que souvent les personnes ne sont pas conscientes en fait de ce caractère d'urgence. Alors ça vient depuis quelques années, il y a eu un changement, on sent bien que l'écologie, enfin moi je vous mets au défi d'allumer votre télé et de pas entendre parler d'écologie au bout d'un quart d'heure, parce que et le problème c'est que limite maintenant c'est devenu un sujet marketing et ils récupèrent l'écologie pour nous vendre encore d'autres trucs. Donc il faut prendre du recul aujourd'hui là-dessus, mais c'est sûr qu'il va falloir faire des efforts. Et quand on est dépendant du pétrole, ne plus prendre sa voiture, oui, ça semble faire peur, mais il faut comprendre que ça serait tout un système qui serait revu différemment. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en termes de consommation alimentaire, on consommerait plus des produits qui viennent de l'autre bout du monde, on consommerait du local, donc potentiellement proche de chez soi, donc pas nécessairement obligé de prendre la voiture. Alors, bien évidemment, quand on vit en campagne, on est dépendant de ces choses-là. Mais voilà, il faut revoir tout le système globalement. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur le même mode de consommation, donc plus les mêmes modes de déplacement. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, tout un ensemble de paramètres qui font. Enfin, il faut savoir que l'écologie se limite pas au transport, ça se limite pas au nucléaire. Ça, c'est tout un ensemble de choses, c'est tout un ensemble de thématiques. Même l'élevage, oui, par exemple. Donc voilà, l'idée c'est que oui, il va falloir faire des efforts, mais si on commence maintenant, je veux dire, c'est triste à dire, mais est-ce que vous voulez une petite baffe maintenant ou une grosse tarte dans 10 ans, quoi. Donc si on commence maintenant, on redevient un peu plus raisonnable dans notre consommation. On va passer la parole à Mireille de l'association Folavoine. Merci. Folavoine et les faucheurs volontaires. En fait, je voulais juste vous parler de fonctionnement et d'organisation. Folavoine, c'est un petit peu le côté éducatif, le côté communication, et les faucheurs, c'est le côté action. Moi, j'aimerais revenir vers les Gilets jaunes, et je trouve que ce mouvement m'a touché, moi, parce que j'ai vu des gens qui n'avaient jamais pris la parole. Sauf que je veux pas leur dire, ils sont pas nés de rien, parce qu'on crache sur les syndicats et les partis politiques. Toutes ces luttes-là, elles sont anciennes. Vous êtes nés de l'échec et des victoires de ces anciens. L'historique, il faut pas y cracher dessus. On a besoin de tout le monde. Si vous êtes là, moi, j'ai pas pu y aller sur les ronds-points parce que je bosse et je suis déjà investi dans des tas de trucs. Ce qui m'a plu, c'était ça. Enfin, les gens dont je suis issu avaient la parole. Les gens à qui on avait toujours dit, vous êtes des cons, rouspétés. Et moi, ça me va hyper bien. Alors, j'ai trouvé ça chez les faucheurs. Chez les faucheurs volontaires, je ne sais pas si vous connaissez, on est contre la lutte sur les OGM depuis longtemps. C'est une agression via tous les copains que je connais dans tous les endroits. Ils sont investis dans tous les trucs sociaux depuis longtemps. On est investis dans les migrants. On est investis dans les pays. Donc, vous voyez, je veux dire, le social et l'écolo, chez les faucheurs, c'est dans l'ADN. C'est le cas de dire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve un moyen. Alors, tout à l'heure, il y a une nénette de chez vous qui a parlé. Elle m'a beaucoup plu. Il faut faire programme, une charte. Chez nous, c'est une charte pour qu'on se reconnaisse sur des objectifs généraux. Chez nous, on s'est organisé avec des coordinateurs. Coordinateurs, voilà, c'est un collectif aussi, il n'y a pas de président. Chaque fois qu'on a un procès, ils veulent savoir comment ça marche, ils veulent savoir qui c'est le chef. Ça les fait chier, il faut garder ça. Sauf que les collectifs et les coordinations, il faut des gens qui s'investissent. Et des fois, alors maintenant, ça tourne un peu dans certaines régions. Moi, j'aimerais bien faire tourner, ça fait 3 fois que je mène déjà une coordination. Mais, personne n'a le temps, tu vois. Il y a du boulot. Par contre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout le monde a des compétences à condition qu'on les travaille.
C'est-à-dire, il y a du boulot à faire. Si tu veux comprendre, il faut prendre des textes, il faut lire. Et franchement, vous ne croyez pas, parce que vous avez des niveaux d'études de ci ou de là, ça c'est de la connerie. Toutes les compétences. Alors, les experts, on en a besoin, hein. C'est important. Juste, il faut qu'ils restent à leur place. Et juste, il faut que vous deveniez des experts. On a vu des collectifs de citoyens, notamment sur des luttes, qui deviennent des experts, mais plus forts que les experts, quoi. Il suffit de prendre les choses en main. Ça ne tombe pas du jour au lendemain. Hein. Il faut s'organiser. Moi, je trouve que le collectif, d'avoir une charte de départ, de savoir sur quoi on s'engage, chez les faucheurs, quand même, on fait des actions nationales, mais chaque groupe local, voilà, ça laisse une liberté. C'est ce modèle-là que j'aimerais qu'on trouve de comment s'organiser pour retrouver la lutte. De toute façon, sociale et environnementale, le vivant, voilà, c'est le vivant, que ce soit l'être humain, les feuilles, c'est bien lié depuis longtemps. Alors, merci madame. Je vais répondre à ça. Moi aussi, j'ai été vachement touchée en arrivant dans le mouvement des Gilets jaunes par justement, on en avait marre de cette verticalité. On voulait une horizontalité et c'était assez même émouvant de voir des gens qui n'avaient jamais parlé, qui n'étaient jamais sortis dans la rue, qui ne s'étaient jamais vraiment intéressés à la politique d'ailleurs, se mettre à étudier la Constitution, à la prendre par cœur, à vouloir la réécrire. Enfin, c'est magnifique. Et il faut justement utiliser cette force-là pour contrer ce qu'on nous rabâche. Et il y a une politique de désinformation, comme tu disais. Et justement, il faut apprendre à se réinformer. Et je prends l'exemple pour en revenir un peu à l'écologie quand même. Par rapport aux pesticides, par exemple. Là, le mode de fonctionnement, c'est de dire, bon, dans tant d'années, on va interdire le glyphosate. Sauf que ce qu'on nous dit pas, c'est que derrière, Monsanto, il prépare un autre pesticide. Donc nous, il va falloir qu'on s'informe sur ce qu'il y a comme pesticide, les dangers, et faire pression au niveau des municipalités pour faire des arrêtés et les multiplier. Pour qu'on est obligé de faire ça, sinon ça continuera sans arrêt. Et là, il y a des scientifiques quand même. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des SDHI. Donc c'est des fongicides à la base qui s'attaquent aux voies respiratoires des champignons et qui en fait s'attaquent aussi aux voies respiratoires des autres êtres vivants, donc les animaux et les humains. Et il y a à peu près 1 an, il y a un scientifique de renommée internationale qui a alerté l'OMS en faisant cette découverte-là. L'OMS s'est tue pendant 8 mois. Enfin, vous vous rendez compte, c'est quand même hyper grave. Et ça, il y en a partout. Il y en a dans les terrains de foot, dans les pelouses publiques, partout. Donc nous, malheureusement, c'est comme ça. On est handicapé par le gouvernement qui ne veut pas nous dire la vérité. Donc nous, il faut qu'on s'informe par nous-mêmes en faisant très attention aux sources. Et une fois qu'on est certain de ce qu'on avance, on fait pression et on refuse, quoi. Et il y a un travail aussi avec les agriculteurs, d'ailleurs, à mettre en place par rapport à ça. Il y a Sylvie qui veut intervenir très brièvement. Alors juste 2 axes. Un sur l'action. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on n'avait pas gagné beaucoup. On a gagné beaucoup. La preuve, c'est qu'il y a des députés de l'AREM qui n'ont pas voté le CETA. Et s'ils n'ont pas voté le CETA, c'est précisément parce qu'à mon avis, les Gilets jaunes étaient dans la rue et qu'on a alerté tout le monde. Et du coup, moi, je propose une action. Les paysans de la conf, je crois, avaient commencé. On parle chez les Gilets jaunes de démocratie directe. Les députés, ils sont pas là pour une délégation de pouvoir, ils sont là pour nous représenter. Moi, je crois qu'il faut qu'on multiplie les actions de désobéissance civile pacifique devant les permanences des députés de l'AREM, systématiquement, quand il y a une loi votée avec laquelle on n'est pas d'accord. Parce que le nucléaire, c'est eux qui peuvent voter la transition écologique. Sur le CETA, c'est eux qui l'ont voté et qui peuvent aujourd'hui le mettre en panne. Donc ça, je pense que c'est des actions. Après, juste 2 petites remarques. Il y a 2 termes qui vont choquer dans vos interventions. C'est surconsommation et il faut qu'on fasse des efforts. Quelqu'un qui est au RSA aujourd'hui, il ne surconsomme pas. Donc effectivement, il y a les riches qui surconsomment et il y a la majorité de la population qui aujourd'hui n'est pas en surconsommation. Qu'elle consomme mal, ça c'est autre chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui on lui donne les moyens de mieux consommer? Et la deuxième chose, on n'a pas besoin de faire des efforts. Il faut changer la société. Parce que moi je viens d'Aubagne. Aubagne, on a mis les transports publics gratuits. Et bien du coup, la voiture, elle reste au garage. Donc on ne peut pas demander aux gens, ne vous déplacez plus en voiture. À Marseille, vous rentrez à 8h30 par le train, vous n'avez plus de transport, par exemple, pour aller chez moi. Donc si je dois me déplacer, je suis obligée de prendre ma voiture. Favorisons le transport en commun, favorisons effectivement les commerces de proximité, etc. Et là, à ce moment-là, mais il n'y a pas besoin de faire des efforts. Mais on change simplement la société. Mais ce n'est pas des efforts qu'on nous demande. En fait, ce que je parlais d'efforts, vous le faites déjà. C'est ça, en fait, les efforts. Parce que, malheureusement, alors je ne vais pas faire un sondage, mais la majorité des citoyens, aujourd'hui, ne le font pas, ce que vous faites. Et quand moi je parlais de faire des efforts, c'est ça, en fait. Alors, sincèrement, j'habite à Lyon.
Voilà, j'habite à Lyon. Donc, en termes de transport en commun, on est plutôt bien lotis. C'est pas les transports en commun les plus chers de France. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres possibilités. Il y a énormément d'associations, de groupes de citoyens, il y a énormément de choses. Sincèrement, tous les matins, le nombre de voitures que je vois avec des personnes qui sont seules dans cette voiture, les bouchons sur Lyon. Et là, on ne parle pas des personnes qui ne peuvent pas se permettre. Là, c'est des personnes qui peuvent, mais ils ne font pas l'effort. Et donc moi, quand je parle d'effort ou de surconsommation, je parle de cette majorité. Là, on est plutôt entre personnes qui avons cette conscience, qui faisons ces efforts. Donc bien évidemment, quand je dis de faire des efforts, c'est pas à vous. Mais on est d'accord que la majorité des gens autour de nous ne font pas ces efforts-là. Et il faut pouvoir leur montrer le bon exemple. Nous, on est déjà dans cette démarche. Mais essayons de les s'aimer, en fait. Je fais juste très court. Même les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, en général, on le voit d'ailleurs, les plus pauvres, c'est les plus obèses parce qu'ils se nourrissent mal. Et donc, faire des efforts, c'est aussi changer d'habitude. C'est pas juste de la surconsommation. C'est au lieu d'acheter du Nutella, on va acheter autre chose, voilà, ou la faire soi-même, voilà, faire sa lessive, faire son dentifrice et tout. Et en plus, ça... non, je vous assure. On va donner J'en veux intervenir et après on aura Sylvie. Merci. Ouais, juste sur ce point-là, sur les efforts, moi, on parle souvent d'écologie punitive. Moi, la punition, ce serait d'être dans ma voiture dans les bouchons tous les jours sur le périphérique à Lyon ou à Paris. Pour moi, c'est ça la punition. Hein. Moi, je suis désolé, mais de vivre dans la nature, de vivre avec des choses qui sont poussées autour de nous, de pas être obligé de se déplacer 1 heure pour aller au boulot, etc. Ce sera ça le monde idéal. Enfin, il y a un moment donné où il faut pas qu'on se trompe de combat, que les gens se combattent pour pouvoir se retrouver dans les bouchons tous les jours. Ça, pour moi, c'est punitif, quoi. Enfin, je veux dire, pour combien de temps on va s'infliger ça? C'est-à-dire que il faut qu'on récupère une certaine autonomie de vie, quoi. C'est-à-dire que ce que disait Madame tout à l'heure était très juste. C'est-à-dire que il faut tous qu'on s'implique pour que ça change. Simplement, aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Mais pourquoi ils n'ont pas le temps? Parce que pas de leur faute, hein. Mais on est dans une vie de fou quand même. Enfin, il y a un moment donné où, je veux dire, c'est le système qui dit, faut que tu bosses. On dit oui, mais les gens bossent moins qu'avant. Oui, mais tout ce qui est à côté maintenant, quoi. Tout ce qui est à côté. Et puis, il faut être informé de tout. Il faut. On est pendant des heures sur les tables, sur les écrans. Il y a un moment donné où en effet, ça nous empêche d'agir. C'est comment qu'on freine? Comment? C'est comment qu'on freine. C'est comment qu'on freine. C'est comment qu'on freine, et c'est surtout, c'est pas punitif de freiner. C'est plutôt positif de freiner. Enfin, de reprendre un peu de souffle et arrêter d'être dans cette roue comme un hamster, quoi. Donc, c'est ça qu'ils veulent pas. Et je voulais juste revenir sur un point sur les gilets jaunes. Moi, j'ai adoré de regarder ça parce que les gens devenaient fous à vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que, en fait, il n'y avait pas de revendication simple. En fait, il faut tout changer. Et donc, on veut tout. On veut tout. Changer de système. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui les emmerde, les gens qui ont le pouvoir quand il y a des mouvements comme ça, c'est que ils peuvent pas vous acheter. Parce qu'en fait, s'ils achètent un truc, il y a 50 000 autres revendications derrière. Donc, il faut continuer ça. C'est du harcèlement. On veut tout. On veut tout. Et tant qu'on n'aura pas changé le système, on continuera la lutte. On veut tout. On va donner la parole à Sylvie. Pour intervenir, il faut vous avancer parce que je suis un peu limitée au niveau du micro. Le problème, c'est qu'on le dit depuis 1968. Moi, je veux parler. C'est sûr qu'il faut tout changer, mais il y a aussi des choses localement. Je voudrais parler de ça parce qu'on est ici sur une île au milieu du Rhône, l'île de la Barthelasse, et il y a un projet sur la Barthelasse qui est catastrophique, qui est la destruction de la ripisylve sur 7 km. Donc c'est la rive, c'est les arbres du bord du Rhône et toute la faune et la flore du bord du Rhône sur 7 km, qui est un endroit protégé, entre guillemets, par un label Natura 2000 et qui est pourtant menacé. Ça fait 5 ans qu'on se bagarre là-dessus et il faut se rendre compte que c'est des arbres comme ça qu'on défend et tous les animaux qu'il y a là-dessus. Voilà. On a une pétition, on a un stand ici, on vous demande de venir signer la pétition, de venir
nous aider. C'est petit, c'est peut-être petit par rapport à tout le reste, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un projet inutile et complètement destructeur. Voilà. Mais aucune lutte est inutile, hein, et aucune lutte est petite, parce qu'on n'y arrivera que en faisant. Voilà, toutes ces luttes locales sont fondamentales. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est avoir un mouvement systémique qui demande tout, et après faire des blocages sur le terrain. En effet, c'est sur le terrain que ça va se passer. Donc on en est au niveau on a contacté un avocat, on en est au niveau de la pétition, mais on envisage une ZAD. Voilà, si ça continue, on envisage une ZAD. Et on vous demande de nous donner vos coordonnées pour pouvoir avertir tout le monde et mobiliser les gens le jour où ils arriveront avec leur tronçonneuse. Voilà. Merci Sylvie. On va donner la parole à Benoît. Oui, rapidement. La première manif antinucléaire en 71, après les grands mouvements comme contre Malville, qui étaient magnifiques, qui mobilisaient les foules, actuellement, malheureusement, on est un peu dans le déclin. Alors, j'ai une petite idée, une autre idée que les associations... Vous n'avez pas parlé dans les océans de l'invasion des plastiques qui fait mourir, etc. Alors, une toute petite idée pour lutter contre les supermarchés, contre les multinationales de soda ou d'eau minérale. Chacun, alors pas dans les petites épiceries, hein, dans les grands supermarchés, un petit poinçon et vous faites un petit trou dans toutes les eaux minérales et les sodas que vous pouvez. Et là, je vous dis que pour le changement à la bouteille en verre, ça peut être très utile. Alors bien sûr, en tant qu'association, vous ne pouvez pas le dire parce que vous allez être poursuivi. Mais ça peut se passer le mot. Faites des petits poinçons et dans les supermarchés, vous poinçonnez toutes les bouteilles en plastique, surtout les sodas. Merci. Désobéissant, j'ai donné la parole à Jean. André, pardon. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis venu aussi en tant que curieux, mais curieux très fort. C'est-à-dire que je représente le réseau des AMAP de Provence. En fait, le réseau est déjà existant depuis très longtemps. Il fonctionne uniquement avec aujourd'hui beaucoup de personnes, mais trop peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Je voudrais juste revenir sur la question, c'est que en fait, beaucoup de solutions existent déjà sur le terrain, et elles ne seront pas abondamment alimentées par les populations. Donc la question de pourquoi mange-t-on, ça devrait être posé tous les jours et régulièrement, à savoir avec qui on mange et qui produit notre nourriture. Alors, à force de bousiller les paysans, parce qu'aujourd'hui, ils sont en voie de disparition eux aussi, ceux qui nous intéressent, il serait bon de rappeler qu'aujourd'hui, la formation des paysans ne leur permet pas de transition. Et donc, avant d'aller plus loin sur ces questions-là, il est important de dire que la formation pour le monde agricole est indispensable. Ceux aujourd'hui qui, depuis maintenant, ça va faire 58, ont lancé les premiers cahiers de l'agriculture biologique, ont eu pour seule défense les consommateurs. Nature et Progrès a travaillé de longue le souci de nourrir les populations et une convergence complète et permanente entre le monde de la production agricole, des paysans, mais là je parle vraiment des paysans, je ne parle pas des exploitants agricoles, et de la société civile. Et ça s'appelle l'agriculture participative. Et je crois que si on développe déjà ça à une échelle qui est la nôtre, au quotidien, on peut déjà réparer un certain nombre de problèmes. Ce qui pose aussi le problème du foncier, on rejoint tous les autres problèmes. Mais on ne pourra pas réparer rapidement ce déficit aujourd'hui autour de l'alimentation de qualité. S'il n'y a pas une prise en charge de tous les individus aujourd'hui sur ces questions-là. Moi, je me pose uniquement sur la question, puisque les AMAP aujourd'hui, on va bientôt on va fêter nos 20 ans bientôt. Alors, je rappelle ce que c'est qu'une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et c'est eux qui ont lancé le débat aujourd'hui autour déjà de la façon de vivre ensemble et de la façon de produire des produits sains. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Pierre Rabhi, lorsqu'on passe à table, il faut se souhaiter bonne chance. Pour le reste, voilà, je crois qu'on peut lancer le débat dans tous les horizons, mais je crois que dans tous les horizons, il y a déjà des solutions qui sont sur le terrain. Et juste pour répondre rapidement, toutes les solutions sont dans la nature en fait.
parce que pour l'agriculture, la permaculture, en fait, pour se passer des pesticides, on peut réapprendre voilà, la chaîne alimentaire, les oiseaux, etc. Et je pense que tous ces savoirs, on en arrive toujours au même, c'est-à-dire réapprendre ce qu'on a perdu, et que ça soit dans l'agriculture, mais aussi dans tous les autres domaines. Savoir réparer un truc, savoir changer n'importe quoi. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Attention, mais le terme permaculture. Permaculture suppose déjà des terres riches, saines, et il faut des compétences que n'ont pas aujourd'hui beaucoup de pays. Et c'est pour ça qu'il faut s'unir et réapprendre ensemble. Je passe la parole à Jean. Oui, je ne veux pas monopoliser, mais je voudrais revenir sur lutte et urgence. Parce que il me semble qu'on n'est plus dans une situation où nous avons du temps devant nous. Que ce soit l'urgence sociale ou l'urgence climatique, on n'est pas dans l'élaboration de programmes à 5, 10 ou 20 ans. Je crois qu'on est face à une urgence, et l'urgence dit lutte. Et lutte, si on reste dans des conceptions de lutte formelles, traditionnelles, style pétition, défilé, manifestation, chaîne humaine, c'est voué à l'échec. On voit bien que le mouvement des Gilets jaunes, il a commencé à basculer, d'une part parce que la majorité des gens étaient favorables aux revendications portées à la quarantaine, et aussi parce qu'il faut le dire, parce qu'à un moment donné, il y a eu des activistes qui ont affronté en direct les forces de répression, les forces étatiques. Et je pense que c'est peut-être là qu'il faudrait porter notre réflexion, c'est-à-dire comment élaborer de nouvelles formes de lutte qui attaquent le système, pas simplement qui soient sur la défensive, mais qui portent le fer chez l'ennemi. On va passer la parole à Gabin. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Quelle est, selon vous, la principale chose à attaquer? Parce que quand vous parlez d'écologie, vous nous parlez de pétrole, d'électricité, d'eau, on peut mettre 50 sujets sur la table et du coup, on ne peut pas combattre 50 sujets correctement. Donc, si on reprend la pyramide des besoins de Maslow, quel est le besoin primaire qui passe avant tous les autres? Et du coup, est-ce qu'on peut pas avoir une réflexion intelligente sur qu'est-ce qu'il faut combattre avant tout le reste? Voilà, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Quelle est la vôtre? Mais parce que, et on le voit, le problème, par exemple, vous savez où je veux en venir, j'en viens à l'agriculture intensive, mais on voit qu'en France, avec les années, la consommation globale de viande baisse. Mais en fait, cette viande elle est toujours produite, toujours plus et exportée vers les pays émergents. Donc le temps que vous gagnez en France, vous le perdez à l'étranger. Donc on voit bien que c'est un chemin sans fin. Donc est-ce que la réalité des choses, c'est pas de se dire on va chercher ceux qui produisent et on les met face à leurs responsabilités? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de question de priorité à avoir, parce que je pense qu'on peut mener plusieurs combats en même temps. Mais s'il faut vraiment répondre à cette question, le boycott et surtout s'attaquer aux grosses industries et aux gros pollueurs. Donc, et le boycott ne fonctionne pas puisqu'ils produisent et ils exportent. S'il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'offres. Ouais, mais allez faire comprendre à l'Inde et à la Chine qu'il faut pas manger de la viande, alors qu'en France, vous arrivez déjà pas à le faire comprendre à 80% de la population. Ça va prendre trop de temps. On n'a pas le temps pour ça. Je veux dire, il y a une urgence. Et l'urgence, c'est de stopper l'agriculture intensive en priorité, puisque c'est elle qui détruit quasiment tout. Alors, on a besoin de manger avant de prendre sa voiture. Un steak haché, c'est 15 000 litres d'eau. Pour mettre les choses en face des réalités, c'est la première chose qu'ils ont fait, c'est nous nourrir. Donc, est-ce que c'est pas la première chose à péter? Mais pas en faisant du boycott. Parce qu'ils vont produire, ils vont emmener ailleurs. Oui, mais si tu manges plus de viande, ils en produisent plus. Ouais, mais allez faire comprendre ça à un Indien, un Chinois qui commence tout juste à en manger comme nous en France, on en mange depuis 30 ans. Tu fais ça d'une part, et puis ensuite tu fais des actions coup de poing, tu vas bloquer des transports, tu vas faire des actions. Mais après, c'est le nombre. Hein. La clé, c'est le nombre, on en revient toujours au même. Quoi. Ouais, mais après, le nombre, justement, en parlant de nombre, ils sont pas si nombreux à tenir ces industries. Est-ce que c'est pas à ce nombre-là qu'il faut sur ce nombre-là qu'il faut se concentrer plutôt que sur le nôtre? Alors, c'est un petit peu aussi se voiler la face de dire toujours que c'est la faute des autres et pas la nôtre. Ils sont sur un modèle qui, en fait, ils prennent exemple sur l'évolution des pays qui sont déjà émergés, je dirais. Donc, finalement, en fait, ils reproduisent nos erreurs. Donc, l'idée, c'est vraiment... Non, c'est les industriels qui les poussent à consommer. Sûr.
Oui, mais nos erreurs, quand je dis nos... si je commence à exclure monsieur et machin, quand je dis nos, je nous mets tous dedans, mais c'est plus une généralité. Moi, je vous propose de poser un vrai problème sur la table et de se concentrer dessus, parce que là, on est face à 10 000 problèmes et on peut pas combattre 10 000 problèmes. Tout le monde part dans tous les sens. Mais il y a quand même un problème de base, c'est ce qu'on mange. Ça, on le sait. Et le boycott, est-ce qu'il suffit? J'arrête là. Non mais c'est Merci. c'est mieux d'en rester. C'est pertinent. Tout est pertinent, je pense, mais c'est mieux d'en rester aux questions que dire il faut faire ça, parce que personne n'a la réponse en fait. Chacun a son idée de la lutte et de celle qui est la plus efficace. Moi, je te répondrai que finalement le plus efficace. Alors, monsieur te répondra, c'est le nucléaire. Si on arrête maintenant, on a tout réglé. Et moi je te répondrai finalement, c'est les énergies fossiles qui sont la priorité. Il faut arrêter, parce que si t'as pas de pétrole ou de gaz ou de charbon, t'as plus de plastique, donc t'as plus de problème de pollution dans l'océan, t'as plus de pesticides, donc t'as plus de problème d'agriculture intensive, on peut tous trouver, à partir du moment où tout est lié, en fait, c'est pas la priorité, c'est de faire tomber le capitalisme, c'est tout. Enfin, c'est la seule priorité, c'est celle-là. Parce qu'après tout se tient. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où si tu peux plus concentrer des richesses dans ce que tu disais, ils sont pas très nombreux, donc dans 1% de la planète. À partir de ce moment-là, là, tu pourras commencer à recréer un autre monde. Mais il commence quand le capitalisme? Quand les gens mangent? Il commence quand les gens mangent 3 fois par jour le capitalisme. Il est à tous les niveaux quand tu conduis ta voiture. Le problème, c'est que les gens qui ne font que manger, les gens qui ne font que manger ne participent pas au capitalisme. Je veux dire, parce que ceux qui mangent et qui boivent et qui ont que ça, ils n'intéressent pas le capitalisme. Donc c'est les paysans dans les pays vraiment entre guillemets du sud. Donc donc le capitalisme, il commence pas dans l'assiette, il commence bien après dans la pyramide de Maslow. Donc si on pouvait la déconstruire par le haut et non pas par le bas. Mais après, c'est des opinions. Là, la question, c'est juste de savoir comment est-ce qu'on arrive, à un moment donné, à gagner des luttes sur le terrain. Donc, chaque lutte gagnée est un terrain gagné. Donc, il faut quand même passer par là. Donc, il n'y a pas de lutte qui soit pas pertinente. Celle d'Avignon, ici, elle est aussi pertinente que de se poser la question de faire tomber le capitalisme. Mais simplement, c'est comment est-ce qu'on arrivera à multiplier les victoires pour que le système s'écrase. Et là, je pense que personne n'a encore la réponse. Et une fois que le système s'écrase, on instaure le RIC et là on règle toutes les questions. Voilà. On va donner la parole à Aline qui attend depuis un bon petit moment et après on écoutera Gisèle. Merci. Alors là, moi je suis contente. Vous êtes tous les trois sur le podium et la seule chose que je retiendrai, c'est que peu importe l'association que vous représentez, vous avez dit tous les trois, on approuve le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que la première action qui sera bénéfique pour tous, et là je dis et je suis bien contente de le faire, c'est de montrer à tous les gens là qu'on est en train de combattre qu'aujourd'hui on est une unité. Une unité. Du moment, parce que le but du jeu, quand on a commencé de parler des taxes pour le pétrole, c'était de dire, regarde-moi les ceux-là, t'as vu? Toi tu combats l'écologie, mais eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, eux, de l'écologie. Mais quand on les regarde faire, en fait, le but du jeu, c'est que les petits, ils soient encore plus petits. Comme ça, eux, avec leurs taxes de merde qui ne résout rien dans le problème écologique. Parce que moi, je veux bien que les cargos qui vont nous amener la bidoche de on sait pas trop où, là, pourris en plus, mais vraiment pourris, des bestioles, je les ai vues sur les photos à Internet, mais franchement, on dirait des bodybuilders. C'est des machins qui ont des muscles complètement déformés. Donc de ça, on n'en veut pas. On est tous d'accord. Donc il faut qu'on montre à ces gens-là qui veulent nous faire ce genre de choses, puisque, comme vous l'avez dit, on le fait déjà, de faire attention à ce qu'on fait. Essayer de ne pas prendre la voiture. Bon, avec les gilets jaunes, ça, c'est loupé. Parce que on vient de faire 2 heures de route pour venir ici, donc forcément, la bagnole, on n'est pas venu à pied, les gars, sinon on aurait eu pour le moment. Mais on fait du covoiturage, par contre. Oui, on a fait du covoiturage, mais ça fait rien. On a quand même déplacé des voitures. Nous, on était 6 à venir du côté de Toulon-Saint-Maximin. 6, ça rentre pas dans une seule voiture. Donc on est venu à 2 voitures. Donc le covoiturage, il y a été, mais
Voilà. Donc là, on est dans une lutte, mais je pense que le nerf de la guerre, c'est de leur montrer qu'aujourd'hui, on est d'accord. Et qu'on est tous là pour lutter pour la même chose, c'est-à-dire que, je sais pas, on veut garder notre planète surtout. On veut garder notre planète. Voilà. Vers chez moi, on parle de transport commun gratuit. Mais quand on lit sur le car, hors service, pas en service, ils sont jamais, ils promènent. Ah oui, ça pour promener, ils promènent. Hein. Ils vont d'un point A à un point B, mais ils prennent personne. Mais ils prennent personne. Voilà. Donc il faut leur montrer qu'on est d'accord aujourd'hui et qu'on est solidaire. Voilà. Merci Aline. On va écouter Gisèle. Merci. Bonjour à tous, je suis gilet jaune à Vaison-la-Romaine et moi ce que je pense c'est qu'au niveau des actions il faut arrêter de marcher. Les gilets jaunes sont des bons marcheurs, c'est pas par rapport aux voitures, c'est par rapport aux manifestations et je pense qu'il faut arrêter les manifestations mais que par contre tous les samedis il faudrait qu'il y ait des groupes de gilets jaunes qui se positionnent par rapport à une action précise et qu'on fasse des actions. On peut pas être de partout, de toute façon on n'est pas assez nombreux, donc on peut décider que bon, certains vont lutter pour les arbres là au niveau de la Barthelas, d'autres, moi ce que j'ai envisagé c'est d'être dans les supermarchés et de rencontrer les gens à la sortie des supermarchés pour discuter un peu avec eux, d'abord pour leur faire connaître le mouvement, pour leur expliquer un peu qui on est, pour leur parler de ce qu'ils ont dans les caddies, mais sans leur dire que c'est de leur faute, parce que de toute façon ils consomment ce qu'ils trouvent, et ce qu'ils trouvent c'est pas évident. Moi ça fait 3 semaines que j'essaye de plus consommer de plastique, je vous assure c'est quand même très difficile, hein, parce que vous allez dans, ben ça je peux pas acheter un shampoing, bon j'ai trouvé le shampoing savon, etc., etc. Donc parler avec les gens, leur dire qu'il y a des solutions alternatives, et leur dire, bon moi c'est ce que j'avais envisagé, mais il se trouve que c'est pas possible, parce qu'on peut pas envoyer au président de la République des colis entiers de plastique et de choses dont on n'a pas besoin, puisque on peut y envoyer que 20 grammes de façon gratuite. Mais bon, moi, ce que j'ai envisagé, c'était que justement, bon, discuter avec les gens et leur dire, on va commencer d'envoyer des enveloppes de 20 grammes au président de la République avec un dentifrice, avec un stylo, puisqu'on peut pas, c'est plus cher d'acheter des cartouches que d'acheter le stylo complet. Et dire, je suis la 151e citoyenne que vous avez oublié d'inviter pour la convention citoyenne pour le climat. Bon, moi, par exemple, j'ai envie de faire ça, d'autres auront envie de faire d'autres actions. Mais le samedi, pour grâce, arrêtons de marcher. On marche vers les policiers, ça sert strictement à rien. Enfin, pour moi, ça sert plus à rien, j'ai plus envie de marcher. Alors, je voulais dire aussi que j'étais regrettée que les gilets verts ne soient pas là pour défendre le barrage de Serponçon notamment, qui est le plus grand barrage d'Europe, et qu'il y avait que 1000 gilets jaunes et pas les gilets verts qui sont pas venus avec nous. Donc on parlait tout à l'heure de l'alimentation, mais moi je vais vous parler de l'eau, parce que quand on n'aura plus d'eau, ça sera très grave. Alors moi je lutte sur les marchés pour l'ADP, mais je trouve que les politiques se sont moqués de nous, parce que on pourra toujours se passer d'avions. Bon, je sais bien qu'il y a d'autres problèmes autour de l'ADP, hein, c'est tout le financement, les biens immobiliers, mais on se prévoira toujours de prendre l'avion. Par contre, l'eau, on pourra pas se priver d'avoir de l'eau. Et donc, je regrette que que les écologistes n'étaient pas là d'une façon générale, parce que pour moi, l'ADP primordial, c'était les barrages hydroélectriques, c'est notre eau potable, notre eau d'irrigation pour la culture, c'est aussi l'eau pour refroidir les centrales nucléaires, on en parlait, enfin voilà, l'eau des loisirs, l'eau pour l'électricité, puisque c'est une électricité qu'on peut avoir à tout moment, qui peut renforcer les problèmes qu'on peut rencontrer avec d'autres électricités. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Gisèle. Je peux dire un tout petit truc? Oui, allez-y. Par rapport à Rouen quand même, parce que voilà, c'est super grave et le gouvernement, le Macron qui dit j'ai changé, maintenant je suis écolo, il parle plus de Chirac, qui a quand même repris des essais nucléaires en 95, que de ce qui se passe à Rouen en ce moment. Et ce matin, on a entendu sur France Inter en venant ici, c'est bon, il a plu, les sols ont été nettoyés. Donc ça, c'est quand même ultra grave. Donc c'est toujours pareil. Il faut vraiment informer les gens et les sensibiliser, parce que la propagande de l'autre côté est terrible, quoi. Victor veut intervenir. Voilà, alors on m'a dit d'être bref, je vais être bref, c'est fini. Bon, la menace principale de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est le nucléaire. Hein. Et à propos de la bouffe,
que tu enlèves Monsanto, que tu sois végétarien, vegan ou tartampion, tu auras toujours de la merde dans ton assiette, tant qu'il y aura le nucléaire. L'eau, l'air, etc. Voilà, bref. Merci Victor. Maya veut prendre la parole. Oui, on ne peut pas lutter contre le capitalisme en général, globalement. Je pense qu'il faut des actions plus dirigées. Et on sait que le capitalisme fait sa plus-value par la consommation. Donc l'essentiel, en fait, je pense, et qui est pour la majorité de la population, c'est les supermarchés, les grands supermarchés, la consommation débridée. Et ensuite, il y a l'énergie. Il y a les flux, parce qu'on n'en est plus au capitalisme industriel qui est au niveau des usines, on en est dans un capitalisme financier, et ils ont besoin justement de flux d'une usine à une autre, d'un entrepôt à une autre, et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à bloquer. Je pense qu'il y a deux objectifs très précis là-dessus, et on peut le faire par différents moyens d'action. Il y a le boycott passif, que toute la population peut faire, et puis il y a le boycott actif. Merci, parce que ça résume très très bien. Merci, Ce qu'il y a, c'est que quel que soit le sujet dans l'écologie, de toute manière, il est forcément lié à un autre. En fait, l'écologie, c'est un mot qui n'a pas vraiment de définition. C'est tout simplement que, voilà, on entend le nucléaire, on en parle de l'eau, on parle de l'alimentation, on parle de l'énergie, du transport, mais en fait, à chaque fois, c'est comme un cercle vicieux. C'est-à-dire que forcément, l'un va avoir un impact sur l'autre, et puis ça se recoupe. Donc qu'on prenne une thématique ou une autre, finalement on lutte pour celle dont on n'a pas forcément l'impression de lutter. Et merci, parce que c'est vrai que lutter contre le capitalisme, moi je suis intimement convaincue que c'est lutter contre la consommation qu'on a, enfin voilà, j'ai l'impression que j'utilise le on un peu trop, mais donc boycotter, je suis d'accord, boycotter c'est vraiment une lutte du quotidien, et qui, à mon avis, va être un fort levier. Mais dans ce cas-là, il faut que tout le monde soit informé. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas l'impression que notre steak qui est sous cellophane, il a un impact fort, mais en fait, on ne sait pas d'où il vient. Et justement, l'idée, c'est qu'on soit mieux informé et de pouvoir diffuser. C'est parce que, par exemple, certains d'entre nous, on est déjà dans cette lutte de boycott, mais est-ce que les gens autour de nous ont conscience de ça? J'en suis pas forcément sûre. Et il faut vraiment diffuser et être vraiment dans l'information. C'est ce que nous on fait. C'est vraiment l'essence même du changement social. C'est aussi la pédagogie et réapprendre aux autres à faire autrement. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des solutions à tous les niveaux, et il y a des solutions qui existent déjà. Il suffit juste de s'informer et de les découvrir et de partager. André veut intervenir. Après, on aura Roberto qui s'impatiente. Merci. Moi, j'ai une remarque à faire par rapport à ces deux journées. C'est vrai que moi, je suis venu sans gilet jaune. Je considère que je ne vais pas être gilet jaune. Peut-être que dans l'identification, aujourd'hui, il y a une difficulté à percevoir les gilets jaunes comme des gens normaux dans la société. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, ce mouvement a du mal à avoir prise par rapport peut-être aux associations déjà écologiques, puisqu'elles sont sur le terrain aussi depuis fort longtemps, et qu'il y a une prise en main des solutions à rechercher ensemble, parce que je crois qu'il y a une mauvaise analyse sur ce que représente aujourd'hui ce qu'on appelle un mouvement qui est très diffus. Et je pense qu'on a encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes ont une mauvaise perception par rapport encore à la société en général. Je le ressens comme ça parce que les appels qui ont été faits n'ont pas obtenu les réponses qui auraient pu être souhaitables, par exemple, pour cette journée. Donc il y a un travail aujourd'hui d'identification de ce mouvement pour qu'il clarifie le débat autour de l'écologie. Là, le thème aujourd'hui, c'est l'écologie. Il y a un problème de fond aussi aujourd'hui sur la production alimentaire. Il faut savoir qu'on est très dépendant de l'agro-industrie aujourd'hui pour tout. Et
la PAC, aujourd'hui, ne favorise que les agricultures industrielles, pas l'agriculture paysanne. Je reviens sur là parce qu'il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle du climat, cette transformation ne va pas faire que nous réchauffer, elle va nous faire mourir de faim avant de mourir de chaud. Parce que les semences ne s'adapteront pas à la vitesse aujourd'hui où le processus de transformation climatique agit. Donc on est sur des urgences qui sont, non seulement on ne les imagine pas, mais on est vraiment en position, pour les citoyens, de se mettre en action. Merci André. Julie demande la parole. On va écouter Julie. Des propositions d'une association qui s'appelle Réseau Salarial et Salarial de pas financer et de pas rembourser 8% des dettes des entreprises et de pouvoir créer une cotisation alimentaire pour pouvoir financer des agricultures biologiques. Mais moi, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait une majorité de paysans qui sont convaincus de bloquer les remboursements des banques. Alors Julie a écrit un texte que Marc lira un moment dans la journée, un texte très intéressant. Donc Marc, plus tard, vous lira, Marc qui est là-bas, vous lira le texte que Julie a écrit, qui est très très beau. Alors, il y a encore une personne qui veut intervenir, et puis après, on va devoir clôturer. On va encore se revoir après, continuer de débattre. On pourra même faire un mot de conclusion juste à la tribune. Oui, alors donc une personne... Donc après, il y en a qui, s'ils veulent aller manger, donc ils peuvent aller se restaurer. Mais il y a aussi Raoul Maniberton, il y a un peu de retard, qui va prendre la parole avec Objectif RIC, non, Culture RIC plutôt, je confonds. C'est à l'autre tribune dans quelques minutes aussi. Voilà. Oui, Farid d'Avignon. Moi, je vais être assez bref. Je voulais parler de la répression, parce que on parle des questions écologiques et de comment on peut avancer sur ces questions-là. Moi, je voulais parler de la répression. Depuis novembre de l'année 2018, il y a eu, ça fait plus de 9 mois de répression. Je pense qu'on n'a jamais vu dans une démocratie telle que la France une telle répression, tant de détenus. Alors moi, j'en parle parce que je suis avocat. Et parce que j'en ai défendu pas mal, des gilets jaunes, à titre gracieux, comme Sophia. On n'était que 2 avocats sur le Vaucluse à le faire. Ça a été difficile et c'est pas fini parce que là, il y a encore des convocations. Là, j'ai reçu tout à l'heure des messages en me disant Farid, je suis convoqué la semaine prochaine pour une entrave. On a taxé les gens parce qu'on leur a pris du pognon avec des amendes et il y en a qui ont été détenus. Donc il y a plus de 500 détenus
liées aux gilets jaunes. Donc quand on nous parle d'Hong Kong et qu'on dit que les Hongkongais se battent pour la démocratie et pour les droits de l'homme, et que ici les militants gilets jaunes qui défendent aussi la démocratie et qui défendent leur pouvoir de vivre sont traités comme des terroristes, parce que il y a eu un traitement tel que des terroristes. On a traité les gilets jaunes comme des terroristes. Il y a au mois d'août, il y a deux jeunes décrocheurs de Macron qui ont décroché à Colias, à proximité Macron. Donc c'est Bruce et Mathilde, c'est des camarades d'Avignon. Garde à vue, perquisition, pour un tableau qui vaut 8,70 €. Ils ont dépêché les services d'intervention de la gendarmerie. Il y avait une trentaine de gendarmes autour de la gendarmerie le jour où ils se sont fait auditionner et où je les ai assistés. Donc c'est hallucinant le pognon qu'on dépense. Nous, on dépense pas autant de gasoil, hein, parce que eux, ils ont dépensé énormément de gasoil pour ce procès-là. Finalement, ils ont eu un rappel à la loi, ils s'en sortent bien. Mais pour vous dire, on mobilise la justice, on mobilise énormément d'argent, et cet argent-là, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Il pourrait servir à autre chose. Il pourrait servir à de nobles causes. Donc, c'est pour dire, la répression a été horrible, mais c'est ce pouvoir-là qui considère qu'il a le monopole de la violence légitime. C'est l'expression consacrée. Ils considèrent qu'ils ont le monopole de la violence légitime parce qu'ils ont été élus en 2017 avec très peu de participation. Donc moi j'incite les gens à dire, on se mobilise dans les élections et les échéances qui arrivent pour mettre en place des élus qui méritent, qui vont combattre et mettre des élus résistants. Voilà, j'en ai fini. Merci. Alors il y a encore deux personnes qui veulent faire des interventions très courtes. On est désolé, on est pris par le temps, hein. Donc on va leur donner la parole et après on conclura. Merci beaucoup. Donc moi je suis Cyril, en fait je suis salarié et petit paysan sur la commune de L'Huys-sur-la-Sorgue. Donc en fait je suis à peu près, je suis comme tout le monde ici touché par les réflexions qu'on se pose sur le changement de cette société et comment y arriver. Et donc on parlait des différents modes d'action et donc chacun a pu donner son opinion. Donc en fait je vais juste donner aussi une idée, et c'est celle de tout simplement de la grève, parce qu'on parle du boycott, mais il faut savoir aussi que dans toutes les industries et dans toutes les entreprises, on a aussi cette possibilité de se mettre en grève, et quand on bloque une production, quand on bloque les productions, ça aussi ça fait peur aussi là-haut. Et donc du coup c'est aussi pour moi, à mon avis, et je pense pour pas mal de camarades syndiqués aussi, puisque quand on est dans les entreprises, on peut aussi se syndiquer. Et c'est une façon de lutter aussi que de se mettre en grève pour essayer de faire évoluer nos conditions et aussi changer le capitalisme. Roberto ? Alors donc, moi j'aurais le sentiment que notre réunion aura servi à quelque chose. Si maintenant, en partant, on va décider tous ensemble de ce qu'on va faire samedi prochain. Tous ensemble, au niveau, ne serait-ce qu'au niveau 84 du département et du 13 qui est limitrophe, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble pour que justement nous soyons pas pliés par le pouvoir. Parce que si on est capable de faire le jour J, à l'heure J, une action commune, il n'y aura pas assez de gendarmes, de policiers de partout. Donc pour moi, le mot d'ordre, c'est retour aux sources, chacun de nos campagnes. Avec des ordres de priorité au niveau de trouver quels sont les lieux où les gens souffrent. Dans les usines à soins, c'est quand même incroyable que nous sommes à côté d'une usine à soins qui s'appelle l'hôpital du Faux, où nous avons assez de renseignements pour savoir qu'il y a des gens qui font 50 km, qui viennent à l'hôpital pour soutenir leur famille et qui doivent repartir parce qu'il n'y a pas une place de parking. Voilà, c'est une piste que je donne. Et donc ça rejoint l'écologie, hein, je suis désolé, quand les gens font des 50 bornes pour se dire « Ah ben non, vous n'avez pas de place. » Donc moi je vois comme lieu de bataille dont on doit décider la destination tout à l'heure. Je vous invite à 14h, là ici, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire samedi prochain. Alors au choix, l'usine à soins de Dufaux, les péages aussi, où nous avons beaucoup d'expérience, n'est-ce pas, le groupe de Pertuis, et ce qui peut aussi, par rapport à ce qu'on m'a dit, faire la jonction par rapport, nous, donc notre mot d'ordre, c'est unifions-nous. Et la meilleure riposte qu'on puisse faire par rapport aux forces de l'ordre, c'est de les diviser. On sait qu'au sein de l'armée et des forces de l'ordre, il y a des forces contradictoires. Donc, autour, par exemple, de l'Anglois, etc.
et moi je suis en train de regarder maintenant les sites des gendarmes, je peux vous dire qu'ils sont divisés. Donc on va les diviser, on va leur dire, regardez, vous êtes capable de dire à vos enfants, fais comme moi mon petit, ça sera ton avenir que d'être CRS ou être gendarme, etc. Voilà, je pense qu'il faut les diviser au maximum. Et j'en sais quelque chose, puisque je vous invite à regarder sur YouTube, La Foulée Sauvage, où nous sommes intervenus localement et nous avons eu affaire aux forces de la gendarmerie qui m'ont convoqué dans quelques jours. Merci La Foulée Sauvage. Nos intervenants veulent peut-être dire un dernier mot. Bon merci à tous. Le débat est constructif, il y a beaucoup d'idées, ça part un peu des fois dans tous les sens, mais c'est pas grave. L'idée c'est de renouveler les événements comme celui-ci et discuter, trouver des solutions ensemble, on y arrivera. Et je pense qu'il n'y a pas de priorité spécialement, si ce n'est combattre le libéralisme et le capitalisme, et c'est tout. Donc après, chacun a ses compétences, ses priorités, et on avancera tous ensemble. Voilà, merci à tous. Merci. Et juste un mot sur la répression. Mais juste un mot sur la répression. C'est plus il y a de répression et plus ça veut dire qu'on tape juste. Donc évidemment, la lutte sera pas simple parce que ils ont beaucoup à perdre ceux qui sont dans ce système-là, et donc ils vont se battre avec les moyens des États et les moyens de leurs entreprises. Juste un mot, parce que évidemment il y a le boycott, mais il y a aussi les blocages, les grèves, tout ça, c'est des modes d'action. Il faudra tout faire en même temps, et il nous faut du monde. Donc libérez-vous de vos chaînes et allons-y ensemble, j'ai envie de dire. Il faut s'autonomiser. Comment ? Libérons-nous. Non, libérons-nous. Merci. Donc sur ces derniers mots, libérons-nous. Et tous ensemble, avançons. Merci, je vous souhaite à tous un bon appétit et à tout de suite. À très vite. Salut tout le monde. Bon, j'espère que ce débat sur l'écologie vous aura plu. Voilà, il va y avoir d'autres événements tout au long de la journée. Je vais faire une pause, je vais laisser charger mon téléphone pour pouvoir reprendre rapidement. Ensuite avec de la batterie. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live et à plus tard.